Rebonsoir ou bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Retour à Mediapart avec le Bondi Blog et Nordine Nabili qui l'anime depuis que le Bondi Blog est né sous le choc des événements qui nous rassemblent ce soir, les événements de 2005, cette injustice, cette mort de Zied Bouna, ce grand brûlé qu'est Mouhitine, Clichy-sous-Bois, cette révolte populaire, notre jeunesse, notre peuple, nos quartiers. C'est cela dont nous avons déjà parlé dans le débat précédent avec justement les frères de Zied Bouna, avec leur avocat, etc. Et maintenant, nous continuons cette soirée. Vous pouvez fermer la télé, c'est ici que ça se passe, c'est ici que s'invente. Eh bien, ceci. Notre pays a besoin d'espérance et de confiance, d'une espérance réinventée par ses habitants, habitantes eux-mêmes, d'une confiance retrouvée dans une démocratie rendue à l'initiative citoyenne. Nous allons parler de celles et ceux qui, loin de se résigner, loin de se sentir victimes, depuis 10 ans, se sont saisis de ces événements pour ébranler la France, pour qu'elle retrouve le chemin de la justice, de l'égalité et de la fraternité. Alors, dans ce deuxième plateau, Nordine, nos invités sont Mohamed Meshmash, qui a créé Assez le feu, justement après les événements, et dans la foulée ou sous le choc des événements de Clichy-sous-Bois, qui est devenu ensuite Passe en nous, et qui est devenu un événement qui se poursuit avec Marie-Hélène Baquet, qui est à votre côté, qui est chercheuse, qui enseigne à l'Université de Nanterre, qui en même temps est chercheuse au CNRS, et qui, justement, avec vous, a réfléchi, et c'est ce texte que je citais tout à l'heure, à ce que pourrait être une démocratie citoyenne, des citoyens eux-mêmes. Nous allons en parler. Ensuite, il y a Benoît Hartmann de France Nature Environnement. C'est intéressant, France Nature Environnement, on ne connaît pas trop, mais on connaît beaucoup des organisations si nombreuses que fédère France Nature Environnement et qui sont toutes engagées sur les questions de l'écologie, les questions du lien de l'homme à la terre. Et nous allons voir les causes communes qui sont possibles entre ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se passe dans les ZAD. Il y a un an, Rémi Fraisse et sa mort dramatique, également dans des circonstances de maintien de l'ordre tout à fait discutables. À votre côté, Jamel Blanchard, qui est des Passons-nous, comme Mohamed, à Angers. Donc on va voir comment ça se passe concrètement dans une ville moyenne comme Angers. Et puis il y a, comme chacun de nos plateaux, l'interpellateur Bala Fofana du Bondi Blog qui va regarder tout cela et donner le regard du Bondi Blog. Alors on en a convenu avec Nordine, Mohamed Meshmash, quel est ce chemin parcouru depuis Assez le feu jusqu'à ce que vous allez nous expliquer, cette conférence de consensus autour d'une démocratie d'initiative citoyenne. Bonsoir. Tout simplement, si on devait repartir il y a 10 ans en arrière, on est né malheureusement suite à un drame. Je veux dire, à la limite, j'aurais préféré qu'on ne soit pas là, à en discuter, et que parmi nous puisse s'épanouir l'ensemble des personnes qui ont disparu et ceux qui ont suivi derrière, parce qu'il faut avoir aussi une pensée qu'après 2005, il y en a eu d'autres, malheureusement, et que j'ose espérer qu'on va y arriver et que ça sera la fin de ces drames qui, malheureusement, souvent font le lien avec notre police, avec ces relations qui se dégradent d'année en année et qu'il faut qu'on sorte de cette impasse. Voilà. Mais il faut qu'on soit deux pour pouvoir le vouloir aussi. Voilà. Racontez votre histoire. Alors notre histoire à nous. Vous êtes quoi en 2005 vous ? En 2005, je suis juste éducateur de rue, moi. Voilà. Et je suis concerné indirectement parce que j'ai grandi dans ces quartiers. Vous êtes dans à quelle Montfermeil, commune ? sur Clichy-sous-Bois. Vous êtes sur Clichy-sous-Bois. Sur Clichy-sous-Bois. Et le 27 au soir, on est parce que à plusieurs dans la rue, notamment ceux qui sont un peu plus âgés, à tout simplement accompagner une partie de cette jeunesse qui était en colère suite à ce qui venait de se passer, et surtout ce qu'on a pu entendre des circonstances qui font en sorte que, clairement, encore une fois, on est tout de suite en train d'essayer de trouver la chose qui fâche, comme si on devait donner raison à ceux qui clairement étaient en train de poursuivre Zied Bouna, et que les autres, ils étaient indirectement, si on les a poursuivis, c'est parce qu'ils étaient suite à un cambriolage ou ainsi de suite. Enfin, des faits que vous connaissez, ainsi de suite. Qu'on Vous avez évoqué tout à l'heure, voilà, sur le débat précédent. La démarche, c'était simplement que derrière
les 6 nuits qu'on a vécues à Clichy et ce qu'on vivait, c'est cette violence, mais qui était très forte, que ce soit sur des mots, sur une violence comment dire, par des actes physiques, une violence faite à des habitants avec des hélicoptères. Imaginons des petits gamins de 6 ans qui, à 1h du matin, sont avec un hélicoptère qui tourne au-dessus de leur tête. Cette violence, on n'en a pas beaucoup parlé. Il n'y a pas eu de cellule psychologique pour dire que ces gamins avaient subi un choc, ou ainsi de suite. C'est-à-dire le traitement était encore une fois toujours le même pour ces quartiers. Au bout de 6 nuits, je veux dire, l'hémorragie, ou dans d'autres villes, ça commence à péter un peu partout, hein. Et après, la question de se poser, suite à un débat, je ne vous cache pas, qui m'a un petit peu secoué, c'était le fameux débat « À vous de juger ». Racontez-nous. Oui, où je vois simplement Nicolas Sarkozy. C'est une émission. C'est une émission télé qui était organisée par Arlette Chabot à l'époque. D'ailleurs, ils avaient même bien choisi le public, et notamment le public qui voulait choisir, qui devait être à l'intérieur. Et j'entends Sarkozy qui venait faire son gros show et qui l'expliquait suite après ce qui s'était passé, des médias et certains médias et certains hommes politiques qui étaient tout de suite en train de pointer du doigt en disant que c'était la faute de la polygamie, la démission des parents à cause du rap, enfin toutes les questions qu'il fallait se poser pour se dédouaner d'une politique qui mène depuis ces 30 dernières années. La polygamie, le rap, polygamie, démission des parents, le rap, c'était la faute de tout ça que nos quartiers ont flambé, ainsi de suite. Ils ont dit l'islam aussi, à l'époque. Pas encore. C'était pas encore. Pas encore. Pas encore. On y était L'islamophobie pas. n'avait Non, pas... l'islam a été pointé quand la mosquée a été gazée et qu'effectivement, il y a des personnes qui étaient dans la mosquée qui avaient décidé tout simplement d'aller calmer aussi des jeunes. Et carrément, il y a eu un titre d'un journal qui avait dit « Les casques bleus musulmans dans la rue ». Voilà. Comment on les avait tout simplement titrés. Mohamed, c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure dans le plateau précédent un peu les après, les quelques heures qui ont suivi ce drame. Mais moi, je voudrais revenir un peu sur ces 6 jours et votre travail à vous. Ce qu'on appelle la génération finalement des années 80, que vous représentez ici. Justement, c'est ça qui m'intéresse en réalité. Ce qui t'intéresse, c'est aussi te dire le pourquoi du comment a émergé derrière le collectif Assez le Feu. C'est parce qu'il y a eu tout simplement qu'au moment de ce qui s'est passé, on avait envie de se servir de ce qui venait de se passer dans ces quartiers. On n'a pas montré clairement que dans le Nord, ceux qui avaient cassé et brûlé étaient blonds aux yeux bleus, que celui qui a pris la plus grosse peine de prison, il s'appelait Ludovic. Voilà, on en a très peu parlé dans les médias. La seule image qu'on a montrée, c'était dans ces quartiers, c'est-à-dire une population noire, arabe, qui était là sans revendication, essayer de casser. Et Nicolas Sarkozy pointait du doigt à cette émission en expliquant clairement que ministre de l'Intérieur dit ministre du culte. Je me rappelle que M. Traoré avait été invité à rencontrer M. Sarkozy, qui était venu en boubou, l'habit traditionnel, c'est presque un honneur, je veux dire, et que le soir de la télé, il s'est permis de dire clairement, devant des milliers de téléspectateurs, et notamment, je pense qu'il devait sûrement discuter avec la France profonde, qui, elle, ne vivait pas ça sur le lieu, mais vivait ça à travers la télé, en disant qu'il n'était même pas habillé français. Voilà. Donc, en disant ça, c'est qu'on s'adresse à une catégorie de population qui, clairement, leur de dire que si on continue, voilà ce qu'à quoi va ressembler notre France, c'est comme ça que je l'ai décrypté, moi. Il s'adresse à un petit jeune homme qui était à la Courneuve, qui était invité. Ce jeune homme avait un t-shirt, je pense qu'il devait lancer sa marque. Pendant toute l'émission, on a vu ce jeune homme. Et au moment où on lui donne la parole, il s'adresse à Nicolas Sarkozy en lui disant « Ouais, mais si tu reviens, tu vas voir là ». Et Nicolas Sarkozy qui dit « Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce genre d'individu, ainsi de suite ». Donc à partir de là, notre décision à nous, c'était de dire soit on démontre que derrière, c'était une révolte sociale, qu'il y avait des messages et qu'ils étaient là depuis très longtemps, que la mort de Ziad Bouna, paix en leur âme, c'était ce qui a déclenché la goutte d'eau qui a fait déclencher voilà. Et derrière, c'était tout simplement transformer ce que le politique disait, comme quoi que derrière, il y avait des vraies revendications. On va donner la parole, si vous le permettez, Mohamed, à Marie-Hélène Baquet. On va tout de suite avoir un peu votre avis sur les mots, le choix des mots. Quand on choisit un mot, forcément, il en découle une idéologie. Selon vous, à partir du moment où vous êtes chercheuse universitaire, quel mot qualifie le mieux ce moment tragique de l'histoire de France? Est-ce que ce sont les émeutes? Est-ce que ce sont des révoltes? Est-ce que ce sont des violences? Qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de trouver un mot qui pourrait être un peu en synchronie, si j'ose me permettre, avec la situation d'alors?
Oui, les mots ont une importance et ils sont symboliques. Moi, j'utilise le mot pas émeute, non pas émeute, justement le mot révolte. D'abord parce que c'est le mot qui est utilisé par les acteurs dans ces quartiers, par les gens d'Assez le Feu, et parce que le mot révolte, il jette une vision, un regard très négatif. Comme le dit Mohamed, quand ce sont des paysans, quand ce sont des pêcheurs qui manifestent et qui cassent, eh bien, on ne dit pas que ce sont des émeutes, on dit que ce sont des révoltes, on dit que ce sont des manifestations, voilà. Et ce qu'on n'a pas voulu entendre, c'est la colère paysanne. On dit la colère paysanne. Voilà. Ce qu'on n'a pas voulu entendre, c'est que il y avait des gens qui étaient en colère, qui n'en pouvaient plus et qui trouvaient ce moyen d'expression là pour dire leur colère. Et ce qu'ils demandaient d'abord, c'était d'exister, c'était d'être reconnus. Et au contraire, on leur a envoyé le mépris, un mépris d'État très 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 fort. Et voilà, le problème, c'est que 10 ans après, ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Donc, il me semble qu'effectivement, vous avez raison, les mots sont très importants. Et aujourd'hui encore, eh bien, partout, on parle d'émeutes, sauf le numéro de mouvement qui s'appelle Ma cité va craquer, parce qu'on a bien voulu ne pas utiliser... on n'a pas voulu utiliser... Ma cité a craqué 10 ans après les révoltes urbaines. Et il y a un article sur Mediapart de Joseph Confavreux qui en rend compte, que vous pouvez trouver. C'est en accès libre. Tout Mediapart est en accès libre. Si je peux juste rebondir, je voulais juste vous dire que là où ça a été très fort quand même, c'est que par rapport à ce qui s'est passé dans ces quartiers, c'est quand même un état de siège qui a été décrété. Je vous le rappelle, ça existait 2 fois, pendant la guerre d'Algérie et pendant le Premier ministre a ressorti un texte de l'époque de la guerre civile. Donc ce que je veux dire, c'est que la seule réponse qu'on a pu apporter à ces quartiers, il a été répressif. On n'a pas cherché à comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé là. 10 ans après, on se pose des questions. Et on se questionne encore. Et rappelez-vous, je pense qu'au mois de janvier, quand il y a eu les attentats, tout de suite, on s'est retourné vers qui? Aller chercher les coupables dans ces quartiers. On nous pointe du doigt comme si on était le réservoir de coupables. À chaque fois, il y a des choses qui se font. On ne choisit pas, on subit. Et quand ça ne marche pas, c'est de leur faute. Donc, c'est plus possible. Voilà. Donc, moi, je trouve que la situation, du moment où on décrète un état de siège, je trouve que c'est extrêmement grave, quoi. Marie-Hélène, comment vous vous êtes rencontrée avec Mohamed Meshmash pour travailler ensemble, la chercheuse et le militant de terrain? C'est une rencontre, on peut dire que c'est un mariage arrangé par le ministre de la Ville, François Lamy. Quand il était ministre de la Ville, qui est maintenant à Lille. Puisque la politique de la Ville a quand même la chance d'avoir eu 4 ministres différents en 3 ans. 4 ministres en 3 ans. Voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et 19 ministres en 21 ans. Voilà, ce qui montre l'importance de cette politique. Et donc, il nous a demandé de faire un rapport ensemble. On va dire l'importance de manière ironique, vous voulez dire. Fait. Ça passe, ça passe. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire sur 20 ans, on n'a pas eu 19 ministres de l'économie, par exemple. Oui. Donc, il nous a demandé d'écrire ensemble un rapport sur la démocratie dans les quartiers populaires, sur la participation. Voilà. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Et donc, je connaissais Mohamed de nom, je connaissais bien l'histoire d'Assez le Feu, et on s'est rencontrés avant et on s'est posé la question, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Parce qu'il y avait bien sûr un piège d'instrumentalisation. On a décidé d'y aller en se disant que c'était une façon de faire entendre une voix, de faire reconnaître des propositions. Pourquoi il y aurait un piège à répondre à la demande d'un ministre, même s'il est du Parti socialiste? Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment ou l'autre, il fallait qu'on aille avec nos conditions, qu'on ne nous impose rien. Je veux dire, c'était tout simplement de dire qu'on choisit qui on veut aller voir. On choisit qui est dans notre commission. Mais c'est hors de question qu'aujourd'hui, vous nous imposez une feuille de route. La feuille de route, c'est nous qui la construisons. Vous êtes d'accord, on y va. Vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas. Et donc, vous avez fait votre travail en toute liberté. Vous avez dit des choses qui fâchent. Ouais, et qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui? Est-ce que c'est sur ces 30 propositions, oui, ce qu'on a retiré, c'est une loi. Une plus 30, effectivement, parce qu'il y en a une qui n'avait même pas débat. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment il s'est construit, ce rapport. Ce n'est pas le rapport de Marie-Hélène Baquet et de Mohamed Meshmash. C'est toute une partie d'habitants dans ces quartiers qui ont participé, y compris le jour où il a fallu le sortir. On a fait une conférence citoyenne où on a réuni à peu près près de 200 acteurs associatifs venant de toute la France pour discuter de chaque proposition et de faire des amendements lorsque ça ne convenait pas. Donc moi, je veux dire, c'est que c'est un rapport qui, clairement, pour nous, était une ouverture, une brèche. Il faut qu'on la saisisse. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pris qu'une des propositions. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, on a décidé que ce rapport ne sera pas rangé dans un tiroir. On l'a fait vivre à travers ce qu'on a lancé derrière. On a fait le service après-vente. On a fait des milliers de rendez-vous après qu'on a rendu le rapport pour expliquer aux habitants qu'aujourd'hui, ils ont aussi une part de responsabilité. Il faut qu'ils la saisissent. On n'est plus dans de la participation, on est dans de la co-construction. Et la co-construction, ça veut dire clairement que vous n'êtes pas juste
sur la touche, mais vous êtes aussi acteur et On auteur. reviendra là-dessus, Mohamed, puisque effectivement, il y a une vraie histoire du militantisme politique dans les quartiers depuis le début des années 70, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu ignoré, hélas, quand on traite de l'information au quotidien. Peut-être on peut demander passer la parole Benoît à Benoît Hartmann, France Nature Environnement, qui a, je le précise, participé, c'était une autre personne qui vous représentait, à la conférence de consensus qui a été organisée début septembre pour faire un consensus. Il y avait le Secours catholique, il y avait toutes sortes d'associations, peu d'élus hélas, très peu d'élus, pour tirer l'actualité de ce rapport avec une proposition que vous allez nous présenter tout à l'heure. Alors, ça peut sembler étrange, même incongru, de voir des associations de défense de l'environnement autour de cette table. Pourquoi nous, on voudrait être des pas-sans-nous? Pourquoi on se revendique de ce message-là? Pourquoi? Parce qu'au quotidien, qu'est-ce qu'on a vécu l'année dernière à la mort de Rémi Fraisse, tué par un gendarme? Bien, il y a une nouvelle catégorie qui est stigmatisée, qui est la catégorie des défenseurs de l'environnement, qui seraient soupçonnés d'être des terroristes puisqu'ils ont une motte de terre à la main ou parce qu'ils manifestent à un endroit. Et donc, un botaniste, la première chose, et c'est étonnant d'entendre les similitudes d'analyse entre ce que vous décrivez et ce que nous, on a vécu, la première chose qu'on a entendue quand Rémi Fraisse s'est fait tuer, c'est « il l'avait sûrement pas volé ». Que c'est con de mourir comme ça. Je suis désolé, je cite des mots C'est un peu qu'on a la même chose, entendus. si vous le permettez, avec Ziad Ebouna. On dit, mais s'il n'avait rien à exactement, s'il n'avait rien à pourquoi cacher, il ont-ils n'aurait pas couru couru. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi manifeste-t-il? Puisqu'après tout, il y avait des commissions. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on sent d'identique? Des territoires dont on a dépossédé ses habitants. C'est-à-dire que en matière d'écologie, il existe des instances de concertation, des endroits où on va nous demander notre avis. Tiens, est-ce qu'on ferait un barrage là? Est-ce que écologiquement, ça tient la route? Tous ces endroits-là sont des instances de concertation auxquelles nous, on participe, nos associations, on est une fédération. Ils y vont, ils donnent leur avis. Avis négatif de la commission qui s'occupe d'écologie, avis négatif de celle qui s'occupe de la régulation de l'eau, tous ces organismes qui sont parapublics, plein d'avis négatifs, et juste après, écoutez, ces avis ne nous arrangent pas, on prend une décision qui est contraire. Et là, c'est encore pire que du mépris, puisque c'est même pas, je prends même pas votre opinion, c'est je la prends et je m'assieds dessus bien consciencieusement en considérant que jusque-là, vous étiez variable d'ajustement, maintenant, vous êtes devenu quantité négligeable. Résultat, si vous vous asseyez sur la parole citoyenne, si le projet de territoire n'est pas un projet de territoire co-construit, fait ensemble, à un moment, cette voix, si elle n'est pas entendue quand elle parle, elle hurle, et puis si elle n'entend pas entendue quand elle hurle, ben elle s'agite. Et quand elle s'agite, qu'est-ce qu'on a en face? Au lieu de se dire, ouh là là, il y a un gros déficit de démocratie, il faudrait faire quelque chose, on durcit, on se fait aider de quelques milices, puisqu'on a eu droit à quelques milices. Vous voulez dire, on criminalise. Et surtout, encore une fois, je trouve que ça fait preuve d'un mépris du citoyen écologiste, du citoyen impliqué. En fait, du citoyen qui dit, écoutez, vous ne pourrez pas faire mon projet de territoire sans moi. Et pour moi, c'est difficile de dire banlieue, campagne, rural, urbain. Non, on est en train de parler de projet de territoire. Un projet de territoire, si ce n'est pas un projet citoyen, si c'est un projet de spéculateur, si c'est un projet industriel, si c'est un projet imposé, alors il va créer de la crispation. Si cette crispation, elle ne trouve pas de débouché dans la co-construction, mais évidemment qu'on arrive à la violence, y compris à une violence d'État, avec un État, encore une fois, l'État auquel nous sommes confrontés en tant qu'écologistes, je vous le dis, nous n'avons jamais eu un interlocuteur aussi dur face à nous que le Premier ministre, M. Valls, actuellement, et le gouvernement face auquel on est confronté. L'année dernière, M. Hollande, suite à Sivens et la mort de Rémi Fraisse, nous reçoit quand on dit « il nous faut un sursaut démocratique, votre démocratie représentative est en panne ». La montée des populismes, c'est parce que vous ne savez plus entendre le peuple et qu'un discours populiste est bien entendu. Recevez-nous et construisez ce sursaut démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Commission Richard, génial, comitologie pendant 1 an. Et qu'est-ce qui en débouche? Dans la loi Macron, alors ça c'est délicieux quand même, 49.3, c'est quand même l'exemple de la démocratie parfait. Et à part un 49.3, on nous dit, vous savez quoi, on pourra prendre des ordonnances pour parler de démocratie participative. On se fout de la gueule du monde. Dans ce que vous dites, il y a cette question, c'est-à-dire la question démocratique. On va revenir, parce qu'il y a des propositions très concrètes qui ont été faites sur une démocratie d'initiative citoyenne. Mais vous dites aussi autre chose qui peut parler à tout le monde, non seulement aux militants écologistes, mais à des ouvriers, à des employés, à toutes sortes, à des paysans qui ont des luttes, des causes. C'est que vous dites, si vous laissez
s'installer le discours de stigmatisation d'une jeunesse, d'une population, en niant la question sociale. Ça vous arrivera à vous aussi. C'est une évidence. L'effet boomerang, il est immédiat. Et en ce moment, il y a une société qui a l'appétit de la construction de son projet de territoire, qui en est dépossédée. Les ferments de la colère sont là, et ils sont là partout. Et notre gouvernement refuse de regarder les choses en face en disant il est en train de se passer quelque chose comme un changement de société, comme un changement culturel. Il suffit que nous soyons 20% à penser pareil pour renverser une culture. On le sait historiquement. Ça s'est passé. Nous sommes en déconnexion complète. Notre démocratie représentative ne représente plus cette France-là qui est en train d'inventer des nouvelles collaborations, des nouvelles solidarités, des mains tendues, sans doute une autre manière de partager la ressource. Eh bien, nous n'avons plus personne pour nous représenter. Les instances démocratiques de démocratie participative qui ont été mises en place ont l'air d'être des faunés de la démocratie juste pour calmer les foules, sauf qu'à un moment, ça fait exactement l'effet inverse. Ils vont nous énerver. Mais ne nous donnez pas la parole, soyez cyniques jusqu'au bout, ne nous donnez pas la parole, mais surtout ne nous donnez pas la parole pour nous la mépriser après, parce que vous construisez la colère. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, les banlieues sont une espèce de miroir grossissant finalement, et que s'il n'y a pas de liberté là-bas, s'il n'y a pas d'égalité des chances, c'est des choses finalement qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, seront aussi vécues et mal vécues par le reste de la population. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on passe justement avec Jamel Blanchard quelques mots à la fois sur... moi, je ne vous connais pas, je vous rencontre ce soir, c'est aussi ça l'occasion qui nous est donnée ici. Et donc, même si je connais évidemment, je participe au collectif Passe en nous. Jamel et à Passe en nous à Angers. À Angers. Alors, parlez-nous, parce que tout à l'heure, on a eu Latifa Oulkuir qui nous a parlé justement de Cherbourg, en Normandie. C'est vrai, quand on parle de la problématique des banlieues, on a plutôt tendance, nous ici, pour des raisons patriotiques, à parler uniquement de la région parisienne. Mais quelle est la situation aujourd'hui à Angers, enfin du côté du Grand Ouest, dans ces quartiers? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes qu'ici, ou est-ce que peut-être que les rapports que vous avez, vous, avec les autorités locales sont peut-être un peu plus proches, et donc peut-être que les situations paraissent un peu plus faciles peut-être à apaiser, en tous les cas à solutionner? Alors, je ne sais pas, peut-être que dans des petites localités, il y a effectivement des rapports plus proches avec les élus. Pour Angers, la localité d'Angers et son agglomération, justement, il y a des grosses problématiques. Et nous, moi, ça me parle quand j'entends 2005, puisque j'étais dans les rues, j'étais la nuit avec mes petits frères. Vous étiez à Angers déjà ? Voilà, j'étais à Angers, ça fait déjà plus de 25 ans que je suis à Angers. Il y a eu une révolte à Angers, tout Il y pareil. a une révolte sociale assez... qui a fait parler localement. J'étais dans le quartier de la Roseraie, moi, à Angers. C'est là que j'ai vécu, et c'est là que je remercie tous ceux qui m'ont porté, qui sont venus me voir quand ils étaient très jeunes, en me disant on va partir en vrille, aide-nous. Voilà, moi, je me revendique de la politique des grands frères. Et quand je suis parti avec eux depuis 2000, effectivement, en 2005, quand est arrivée une révolte sociale qu'on a associée avec ce qui se passait à Paris, mais qui en fait était dû à un comportement, comme par hasard, depuis le mois d'août, je dénonçais et je disais aux éducateurs, appuyez-moi pour dire, il y a quand même une carte blanche qui est donnée à certains policiers qui me portent interrogation. Depuis le mois d'août, je n'avais jamais vu ça. Et effectivement, est arrivé ce qui est arrivé, puisqu'il y a un jeune qui a manqué tout simplement de mourir par une voiture de là-bas qui est rentrée dedans, puisqu'il s'amusait à faire un petit peu ce qu'il voulait. On a dénoncé des exactions policières, on était pratiquement les seuls, l'association JR, à dénoncer certains excès de zèle graves de la part de certains policiers, mais on dénonçait aussi les différences de traitement, malgré certainement entendu avec les institutions. On dénonçait à la fois des différences de traitement, mais aussi une problématique d'expression. Certains jeunes, certains groupes de personnes habitants de mon quartier et d'autres quartiers n'avaient pas le droit à l'expression. Alors ça pose une question, parce que la République, moi de mon quartier, pour certains jeunes, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est quoi le droit à l'expression quand on est des jeunes dans un quartier? C'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de créer un journal, on n'a pas le droit d'avoir une radio, on n'a pas le droit d'aller voir le maire, conseil municipal. C'est quoi en fait? Parce qu'a priori, on a le sentiment qu'on est quand même dans un pays libre, même dans ces territoires-là. Ben, à cette époque-là, en fin de compte, quand certains jeunes voulaient indiquer leurs problématiques de vécu dans leur quartier, effectivement, des médias locaux, ça ne les intéressait pas. Et puis, on avait aussi tout un pan de la société qui était aussi bien institutionnel, mais aussi de la part de certaines fédérations qui se revendiquent d'éducation populaire, qui n'acceptaient pas le fait de relayer ces expressions, ce que nous, on a porté à cœur. Pourquoi? Je pense que ça peut gêner aussi toute une organisation, tout un système, parce que ça remet en cause trop de choses. Ça veut dire que si justement il y a des personnes qui dénoncent des dysfonctionnements, des injustices, des problématiques d'ouverture de droits, eh ben, ça remet en cause tout un pan de la société qui, eux, se réunissent souvent pour parler de certains sujets. Alors après, la question qui se pose, c'est comment ça se fait, effectivement, au bout de 15 ans, on en est encore là. Pour ma part, même pour moi, ça fait plus de 30 ans. Peut-être que ces associations, si vous le permettez, sont davantage sur ce qu'on pourrait appeler les activités socioculturelles et un peu moins sur l'expression citoyenne, tout simplement. C'est-à-dire
dire que ces associations peuvent remettre en cause les projets initiés par le maire d'Angers, le député du coin, en tous les cas, qu'on est plus dans une espèce d'association qui propose de la consommation d'activités et non pas peut-être de la formation du citoyen pour justement qu'il prenne son quotidien en main. Mais nous, on a créé du lien à partir de ça avec beaucoup d'activités sportives et d'associations socioculturelles. Mais nous, c'était l'action sociale qui nous intéressait. Et effectivement, on nous a reproché, on a même été convoqués à la DDCS par rapport à l'agrément jeunesse et sport qu'on avait. Certains techniciens, certains directeurs de services municipaux nous reprochaient de faire de la politique. Alors c'est quand même aberrant parce que justement, on devrait au contraire. Angers, c'est en Tunisie, alors, si j'ai bien compris. Ah ben justement, c'est là où on se pose des questions. On est dans les pays où, avec des dictatures, on n'a pas le. Voilà, c'est ça en Et réalité. c'est pour ça que c'est intéressant de croiser les regards sur ce qui se passe en province. Pourquoi votre action sociale était venue comme politique? Parce que vous viez quoi concrètement? Parce qu'on participait à la vie de la cité. Et puis on remettait beaucoup de choses en question. On voulait tout réinventer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec la rencontre. Vous vouliez être acteur? Depuis le début, on est acteur. On se revendique comme acteur. Voilà. En fait, Vous il voulait l'avez- appliquer vous l'avez- le triptyque liberté, égalité, fraternité, tout simplement. Aussi, exactement. Surtout le mot égalité, parce qu'on a programme. une forte différence de traitement. Puis c'est vrai que quand j'ai rencontré Mohamed il y avait un plateau dans un forum où justement on remettait en question beaucoup de choses sur Angers. On n'a peut-être pas été bien accueillis. Parce qu'à cette époque-là, il y a des époques où c'est pas évident de savoir discuter, savoir parler. On apprend. Enfin, C'était le voilà. forum social des quartiers, non? Non, il y avait tout un forum qui était Micro. Il y avait tout un forum qui était organisé à Angers. Et ceux qui avaient organisé avaient invité les associations d'Angers. Mais ils en avaient peut-être un peu oublié d'autres qui n'avaient pas spécialement envie. Et il y avait un plateau radio, ainsi de suite. Et quand ils sont arrivés, moi j'ai demandé à ce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas assis aussi comme les autres. Donc leur disant, ils ont aussi le droit à la parole, quoi. Et du coup, Jamel a pu prendre la parole pour pas qu'il soit censuré non plus. À Angers, la démocratie est en danger. Bon, quel est concrètement, par rapport à tout ce qui s'est fait depuis 10 ans, vos combats, etc., vu d'Angers, qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce que vous avez réussi à construire? Alors tout d'abord, je fais juste un aparté parce que quand j'ai entendu parler France Nature Environnement, il y a quelque chose qui me parle, c'est que pas très loin en Loire-Atlantique, il y avait ce qu'on appelle la ZAD. Et moi, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Comme j'ai participé à certaines luttes dans notre propre quartier populaire, je me disais que ça pouvait être intéressant de voir comment ça se passait là-bas. J'étais hyper impressionné de voir Vous avez l'organisation. été sur... J'ai passé quelques nuits là-bas, à participer aussi à des actions de défense de la ZAD. J'étais hyper impressionné. C'était très très chaud, il fallait vraiment tenir. Donc c'est vrai qu'il y a des corrélations qu'on peut faire effectivement avec les révoltes sociales qu'on a vécues dans nos quartiers et de créer une convergence de lutte. Pour moi, ça pouvait être intéressant. Et d'ailleurs, c'était aussi important parce que quand j'ai rencontré Mohamed et puis quand on a intégré Passe en nous, je me reconnais en tant que militant Passe en nous, au fur et à mesure, on a peut-être changé nos positionnements. Et on a découvert que peut-être ce qu'on disait il y a 10 ans, c'était peut-être plus vrai aujourd'hui. Effectivement, on s'est complètement réouvert. Et ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est découvrir que c'est ce qu'on aurait dû faire il y a 10 ans. C'est qu'on a participé à une sorte de réorganisation de la société civile. Aujourd'hui, dans mon quartier, on a des gens qui sont issus du catholicisme social, on a des pratiquants de confession musulmane, on a qui sont athées, anarchistes, on a qui sont de tout, âgés, plus jeunes, femmes, hommes. Et on a décidé de se reconstruire à travers les tables de quartier, en mettant de côté peut-être les institutions et en se réorganisant par nous-mêmes. On va Parler faire à sans tout le eux, monde. En somme, parler à tout le monde. parler à tout le monde et se reconstruire, se reprojeter nous-mêmes ensemble, sans les institutions. Et on verra après. Vous Et voulez c'est ça qui est réagir? intéressant. Oui, oui. C'est ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer partout. Il y a une reprise en main de la politique au sens le plus noble, c'est-à-dire organiser la vie de la cité. Nous avons tous ici le droit de cité, au sens étymologie du terme. Nous devons faire société. L'État, actuellement, ne nous aide plus à faire société en opposant des populations aux autres, en stigmatisant systématiquement, en utilisant le brouhaha médiatique et les faits divers en permanence pour opposer les populations. Mais il y a des populations qui n'attendent plus et qui ne se laissent plus instrumentaliser. Et il est en train de se passer ça. Et vous savez quoi? C'est la bonne nouvelle. Parce que oui, ça va demander de secouer un tout petit peu le cocotier, mais ce qui arrive derrière m'intéresse beaucoup plus en matière de fraternité, vous l'évoquiez, de liberté et d'égalité. L'égalité, on la construira, on la prendra de force s'il le faut. Cette fraternité-là, on la vit nous tous les jours. Ah, Non, mais vous vouliez réagir? Ouais, je veux réagir parce que c'est super important. Je veux dire, on a tous nos combats. Je veux dire, voilà. Mais il faut que l'opinion publique comprenne que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on n'a pas, ou tu disais toi, Nordine, ce qu'on n'a pas traité à la base, les causes, sont juste une bombe à retardement qui, directement aujourd'hui, et il est important parce que, y compris dans notre rapport, on a aussi parlé des quartiers ruraux, en expliquant que ce qu'ils vivent, c'est ce qu'on vit nous. Le fait de ne pas avoir traité à la base ces problématiques
ils se délocalisent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la démarche était de se dire, est-ce qu'on doit continuer chacun à nous regarder en chien de faïence, ou bien on est capable de laisser nos égos, nos orgueils de côté, et créer des passerelles. On ne dit pas qu'il faut que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font, mais qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, on puisse parler et ne plus jouer le jeu de ceux qui, pendant des années, nous ont divisés. Et quand je dis ça, je parle, par exemple, si je prends les chercheurs, ou ainsi de suite. Le chercheur, souvent, il se passe une situation, on ne va pas chercher l'acteur qui a une expertise d'usage, on préfère aller chercher le chercheur pour parler à la place de celui qui vit au quotidien les choses. En se disant, bon, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer le jeu de ceux qui, aujourd'hui, préfèrent nous diviser? Est-ce que ce serait pas temps, clairement, y compris dans vos écoles universitaires, que vous apprenez à vos étudiants, et ainsi de suite, ou à vos professeurs, qu'il faut qu'on crée des passerelles? Et on en a fait comme ça 4 ou 5 dans diverses universités, à Montpellier, à Nanterre, à Saint-Denis, et on a réussi à organiser ce genre d'initiative. Et notre démarche aujourd'hui dans Passons-nous, quand je dis Passons-nous, parce que ça devrait, on peut aimer ou pas aimer, c'est tout simplement de se dire que pendant trop longtemps, les politiques publiques en direction de ces quartiers n'ont pas été choisies par ces habitants. Ils ont été imposés. Et lorsque c'est imposé et que ça ne marche pas, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas possible. Notre démarche à nous, c'est de se dire, il n'y a pas de raison. Quand vous faites des réformes avec le patronat, vous demandez au MEDEF d'être assis autour de la table. Quand vous faites des réformes avec les étudiants, vous demandez aux syndicats de le faire. Les seuls à qui on ne demande pas leur avis, c'est à ces habitants de ces quartiers. C'est-à-dire qu'à eux, on peut tout faire, tout leur faire subir, et ils n'ont rien à dire. Ben, notre démarche, c'était de se dire, on n'est plus d'accord. Et pour ça, c'était de créer ces fameuses passerelles, en se disant, puisque ceux qui étaient censés faire pour nous ne font pas, qu'est-ce que nous, on décide de faire pour changer les choses? Et notre démarche, elle est là aujourd'hui. C'est une forme de syndicat, tout simplement, qui permettrait, clairement, de lutter contre toutes les différences, les inégalités, la discrimination, et de créer des passerelles avec tous ceux qui ont envie aujourd'hui. Voilà. J'aime beaucoup le mot syndicat. C'est pas un gros mot, contrairement à ce qu'on croit. Non, et ce qu'on non, lit. ni travailleurs, ni travailleurs ni et tout ça, parce que les syndicats, c'est aussi le rapport de force et c'est aussi ça qui fait avancer la démocratie. Je veux qu'on donne la parole à Bala Fofana, qui est donc un des jeunes du Bondi Blog. Bala, vous avez 26 ans? 28. 28. Quel est votre regard? Vous aviez 18 ans en 2005. Quel est votre regard sur la société française aujourd'hui et notamment les partis politiques, les institutions, ce qu'on appelle les élites de ce pays? Mon regard, c'est que déjà, voilà, moi j'avais 18 ans à cette époque-là. Je commençais à aller à l'université. Ici à Paris, en région parisienne. En région parisienne. Moi, j'ai grandi à Orly et j'allais à la fac à Créteil. Et beaucoup de gens parlent, quand ils parlent de la mort de Ziad Bouna, de drame. Mais en fait, c'est une tragédie. Et on revient vraiment au sens noble du terme tragédie. C'est qu'il devait y avoir une mort après l'ambiance de 2005. C'était obligatoire. On avait foutu la pression aux flics. Ils devaient faire du chiffre, ramener des pourcentages. Et nous, sur le terrain, on subissait cette pression policière. Moi, je voyais des mecs faire des trampolines sur la tête de mecs avec lesquels j'ai grandi. C'était une époque très violente. Et ce qui explique, et les gens l'oublient, et parlent d'émeutes, mais ce n'est pas une émeute, parce qu'en fait, ça a une dimension nationale. Les révoltes urbaines, c'est 18 régions sur 22 administratives. C'est-à-dire que c'est tout un pays. Et c'est tout un pays qui en avait marre à un moment donné. Et moi, je fais partie de cette génération-là. Et avant cette époque-là, avant ces événements, sincèrement, je ne pouvais même pas citer le nom d'un président de la République. J'étais déconnecté. J'étais déconnecté de ce pays. J'étais dans ma bulle. Et cette période-là a créé clairement un sursaut. C'est que je me suis dit, c'est fini en fait. Je vais arrêter d'écouter des promesses. Ce pays, il est à moi et c'est moi qui vais en faire quelque chose. Il n'y a plus rien à attendre des institutions. Ce qu'il faut maintenant, moi je dirais pas qu'il ne faut pas croire aux institutions. Les institutions, c'est ce qui ont fait ce pays. Et c'est grâce aux institutions qu'on est là. Mediapart, c'est une institution, le Bondi Blog, c'est une institution, Assez le Feu, c'en est une. Maintenant, c'est comment on institutionnalise nos institutions à nous. Et comment on part du bas pour niveler le haut qui est complètement déconnecté, en fait. Et c'est surtout ça. Et en politique, moi, je fais partie des gens qui sont... J'étais en Espagne, moi, en 2012. Je suis revenu... Au moment des Indignados. Voilà, au moment des indignés. Et j'étais à Barcelone. Et je m'asseyais avec eux, je les écoutais parler, et je voyais surgir le Podemos, en fait, qui était aussi le refrain qu'avait utilisé la sélection espagnole pour parler de l'euro et dire qu'on peut le faire. Si Podemos, nous pouvons. Si Podemos, nous pouvons. Et j'ai vu maintenant que Podemos gagne des élections. Et je me suis dit, putain, pourquoi n'avait pas un Podemos, nous, en 2007 et en 2005 ? Et c'est ça qui a fait la différence. Et je suis revenu pour voter pour François Hollande, parce que je me suis dit, basta de Sarkozy.
Mais en fait, il n'a rien fait, concrètement. C'est que le récépissé, il s'est assis dessus. Même Pour le quand contrôle au faciès. Pour le contrôle au faciès. Et même quand on a eu un peu d'espoir avec la décision de justice qui avait reconnu parmi les 13 plaignants du contrôle au faciès, 5, Manuel Valls est venu pour dire que la France va faire un pourvoi en cassation. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire aux institutions. Il ne faut pas croire aux gens qui les incarnent aujourd'hui. Il faut croire aux gens qui vont émerger demain pour les incarner et qui seront nourris des souffrances des autres. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Bala, il est où le Podemos d'aujourd'hui en France? Le Où est-ce que vous le cherchez, vous? Le Podemos, il est devant moi, il est dans le public, il est au fait que Mediapart, Bondiblog sont des médias qui sont créés ex nihilo et qui sont là et qui permettent à une génération de parler. C'est que moi, je me suis rendu compte très rapidement, dès mes premiers articles au Bondiblog, qu'en fait, ce que j'écrivais, ça me dépassait. Que ça touchait des millions de gens. Parce que j'ai vécu la vie de millions de gens et des millions de gens vivent ma vie. Et il est là, le Podemos. C'est nous, le Podemos. C'est nous qui pouvons et personne ne le fera pour nous. Ce que vous dites, ce qui est très fort, c'est qu'au fond, quand vous disiez avant, j'étais dans ma bulle, c'est que c'est en luttant qu'au fond, on devient un citoyen. C'est en luttant qu'on devient un citoyen et c'est en luttant qu'on rencontre d'autres luttes. Et que la lutte devient, avec un L majuscule, une lutte pour tout le monde, en fait. Mais c'est la lutte, Edoui Plenel. Avant d'être citoyen français, les Français étaient des sujets du roi. Sans blague. On a vraiment, Voilà, et on Benoît. a vraiment l'impression d'une confiscation de ces institutions par un pouvoir représentatif, par des élus qui considèrent qu'à partir du moment où ils sont élus, ils seraient au-dessus des partis et qui nous regardent, nous, avec mépris, alors que nous sommes ceux qui les avons fait accéder à ce pouvoir-là. Cette confiscation-là, elle est insoutenable, elle est insupportable, d'autant plus quand c'est des populations, des élus qui sont très déconnectés de notre réalité quotidienne. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de sursaut citoyen qui dit mais nous devons faire partie de la solution. Vous pouvez pas vous poser dans un rôle hyper paternaliste de nous sommes, maintenant qu'on est élus, une espèce de deus ex machina et on va servir le bon peuple. On doit sortir. Toutes les démocraties nordiques en sont sorties. Elles ont compris que si ce n'est pas des projets communs, des projets appropriés, au sens où on se les approprie, mais c'est des projets mini-bombes. C'est des bombes à retardement qu'on a semées sur notre chemin sans jamais résoudre nos problèmes. Et malheureusement, je suis désolé, mais la montée des populismes, la montée du Front National correspond à une forme d'aspiration populiste, s'il pouvait y avoir un sens noble au mot populiste, au sens de le peuple veut la parole. C'est pas la meilleure manière de demander via le FN. Alors, maintenant, c'est le moment que vous nous expliquiez, parce que votre projet, c'est que tout le monde s'en empare, ce que, à partir de ce rapport qu'on a montré tout à l'heure, commandé par ce ministre François Lamy, qui a été suivi de très très peu de conséquences concrètes, vous avez décidé, vous, de vous en emparer. Vous avez fait ce qu'on appelle, vous allez nous expliquer, vous m'avez, au titre de Mediapart, demandé d'y participer, mais c'est vous qui allez expliquer, nous étions une quarantaine, une conférence de consensus, d'où est sorti un texte qui répond à cette question d'un autre modèle de démocratie, qui n'est pas simplement la démocratie représentative. Je cite votre propre texte, qui était notre base de départ, et ça n'a pas été changé, considérant que la démocratie ne peut se limiter à la démocratie représentative et à une démocratie participative descendante initiée par les pouvoirs publics, considérant les dégâts sociaux, etc., politiques que tout cela crée, considérant la responsabilité particulière des élus, nous affirmons qu'il est indispensable et urgent de revitaliser la démocratie en élargissant son fonctionnement à une démocratie d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, d'abord, je voudrais souligner qu'on a là une proposition qui pourrait transformer assez radicalement la démocratie française et qu'elle vient des quartiers populaires, ce qui me semble quand même important. C'est-à-dire que les quartiers populaires ne sont pas à la marge de la société, mais ils sont au centre et ils ont donc une série de propositions à faire, et dont celle-là. Alors, notre constat, quand on a écrit le rapport, c'était de dire les quartiers populaires ne sont pas du tout des quartiers qui seraient des déserts politiques. Il s'y passe plein de choses, mais qui ne peuvent pas s'exprimer dans le contexte actuel. On a une démocratie, ça a été
été dit, une démocratie représentative qui est en crise. Il y a une crise politique, une crise morale profonde. Et en France, finalement, la seule démocratie qui est financée, c'est cette démocratie représentative. Quand la démocratie participative est financée, c'est une démocratie descendante, c'est-à-dire c'est des conseils de quartier qui sont organisés par des municipalités, c'est la CNDP qui organise des débats mais qui n'a aucun pouvoir sur les décisions. Et donc nous, ce que nous avons dit, c'est qu'il faut une démocratie d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens puissent être à l'initiative de débats publics, puissent faire des propositions. Il y a des lanceurs d'alerte, par exemple, qui jouent un rôle très très important. Mais pour ça, il faut des financements. Il faut que cette démocratie-là soit reconnue en tant que telle. Parce qu'on paye, pour être très concret, Évidemment. depuis 20 ans, on paye sur nos deniers des impôts les partis politiques, le remboursement des campagnes électorales, évidemment les rémunérations des élus, la réserve parlementaire, qui est une somme énorme qui est à leur disposition, etc. Et au fond, ce qui était dans votre rapport et votre point de départ, et qui est très important dans le vécu des quartiers, y compris avec des histoires caricaturales quand il s'agit de quelqu'un comme Serge Dassault qui achète des voix, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de moyens fait qu'il y a du clientélisme. Tout à fait. C'est-à-dire, si je veux exister dans les quartiers, il faut que je vende mon influence à l'élu qui va me financer. C'est ça qui se passe. Il y a du clientélisme, et puis les associations, elles sont prises dans un système d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas financées pour ce qu'elles sont, mais elles sont obligées de répondre elles sont mises en concurrence, elles sont obligées de répondre en permanence à des appels d'offres, et leur action de fond, qui en fait qu'elles font du lien social, elles font de la politique, n'est pas reconnue en tant que telle. Quand elles peuvent répondre, Quand elles peuvent répondre. Parce que vous avez plein de projets qui sont portés par des bénévoles qui n'ont pas forcément de téléphone et qui peuvent effectivement rencontrer un certain nombre de difficultés. Donc du coup, on a des grandes associations qui finalement font une espèce d'OPA sur le financement public et qui ne sont plus dans les associatif. quartiers populaires. Tout à fait. Et je pense que c'est ce qu'on rencontre à Angers, qui n'a pas été dit de cette manière-là, mais on sent bien que si les élites politiques sont déconnectées, les élites associatives le sont autant. Voilà. Et donc il nous semble qu'il faut. Encore. Tant qu'on parlera d'élite, elle sera forcément déconnectée. C'est que le problème aussi pour les associations, c'est qu'à partir du moment où on doit s'institutionnaliser, la grande difficulté, c'est le financement. C'est pour moi le futur du financement d'une association. Ce sera tout ce qui se fera par le participatif. C'est quand tu devras faire une campagne sur KissKissBankBank, sur Ulule, et tu seras financé par le peuple, et que tu devras rendre des comptes au peuple. Et pas quand tu vas continuer à te nourrir des investissements publics qui te forceront. C'est le peuple qui les paye. Voilà. Oui, mais c'est le peuple qui le paye. Il faut que Bala termine. Non, mais vous allez expliquer après. C'est le peuple qui le paye, mais c'est un décideur qui l'offre. D'accord ? Alors, et donc, dans cette redistribution-là, il y a un problème, c'est que ça passe du peuple à un décideur qui te donne droit de citer et droit d'agir. Oui. Alors, mais c'est là où la il faut limite. qu'ils nous expliquent Moi, leur aussi, modèle. Je voudrais juste, parce que tout à l'heure, moi, je ne me sens pas du tout institutionnalisé, en tout cas, c'est le feu. Ça fait 10 ans qu'on fait en sorte qu'à un moment ou à un autre, on garde notre autonomie. Après, ce que... C'est pas un Mais drame. il y a pas- c'est pas... Pourquoi je dis ça? Les jeunes peuvent nous voir. Non, comme mais des instituts. c'est vrai, vu de ce regard. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi important. Parce que, encore une fois, sur nos territoires, il y a aussi... Il ne faut pas qu'on regarde que d'un côté. Il faut qu'on commence à regarder chez nous ce qu'on voudrait changer chez les autres. Il y a aussi, chez nous, dans le monde associatif, aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup... de pas réagir, je voudrais surtout pas que ceux qui nous regardent ou ainsi de suite puissent dire, bah, vous avez vu, même quand on le dit, ils disent pas qu'ils le sont pas. Donc voilà, c'était juste, sinon j'ai bien compris le fait que vous n'avez pas réagi. Ce que je voulais dire, mais j'ai bien compris, Il n'y a pas de problème pour moi. Être une institution. Non, mais justement, alors, c'est pas ça la question. C'est ça que je voulais remonter, c'est que c'est une institution garante de quel intérêt et à qui on s'adresse. Voilà. C'est Mais ça. Sinon, il n'y a pas de problème avec une institution. Qu'elle fonctionne d'une autre manière et qu'elle a décidé de fonctionner d'une autre manière, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un truc qu'il ne faut pas qu'on se prive. Je suis désolé, on paye des impôts, je suis d'accord avec le constat que tu fais, ainsi de suite. Mais je me dis à un moment ou à un autre, ça voudrait dire que nous, on est tout simplement, on ne se permet pas que d'autres fonds sans aucun scrupule utiliser des moyens pour pouvoir aussi s'organiser. Donc, aller demander de l'argent public, je suis désolé, à un conseil régional ou un truc, moi, je ne me prive pas parce que je me dis c'est aussi mon argent. Et cet argent, une fois que tu l'as, si aujourd'hui, il va pour la cause dont toi, tu penses que du coup, ça permet de faire émerger le volet citoyen, de créer ce que toi, tu décrivais tout à l'heure, de sortir de ta bulle pour mieux comprendre les choses, tant mieux, parce qu'il faut clairement qu'il serve à ça. Mais moi, c'est pas ça que je remets en cause. C'est qu'un budget
On sait tous qu'il doit être équilibré. Et quand on dépend que des subventions publiques, le jour où on ferme le robinet parce qu'on estime que vous devenez dangereux pour un système, on vous coupe le robinet et vous vous écroulez. C'est juste ça que je mets en avant. Bala et Mohamed, je vais laisser Marie-Hélène aller au bout, parce qu'en fait, dans leur proposition, il y a le financement participatif, mais ils demandent... On demande c'est là, la création d'un fonds indépendant qui soit géré par une structure indépendante, qui soit composée d'habitants, de citoyens, d'associations. Fonds pour la démocratie d'initiative citoyenne. Voilà, donc c'est un fonds indépendant qui prélèverait 5% des fonds qui financent la démocratie représentative. Du montant total, je précise les mots, c'est important, 5%. Du montant total de l'argent public consacré au fonctionnement de la démocratie représentative, financement des partis politiques, remboursement forfaitaire des élections, réserve parlementaire. Nous proposons que d'autres sources de financement soient mobilisées, notamment par le financement participatif. Et là, avec une gestion autonome. C'est là où le problème, c'est que cette conférence de consensus n'a pas abouti sur quel mode pour répondre à l'interpellation pertinente quand même de Bala sur comment ça va être géré. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit une gestion autonome et que ceux qui ont le plus besoin de ces fonds soient représentés majoritairement dans cette structure, avec un certain nombre de principes comme la transparence, le fait qu'on ne finance pas n'importe quoi. Mais après, effectivement, sur le type de structure et sur le mode de fonctionnement, on n'a pas abouti. Il reste encore à travailler. La formule exacte, c'est elle devra inclure cette structure qui gérerait cela de manière majoritaire dans sa gouvernance, les premiers concernés, les personnes les plus éloignées du débat public et des lieux de pouvoir. Moi, je veux dire juste une chose, ce serait choquant que la démocratie ne se paye pas, ne se donne pas les moyens financiers de sa démocratie participative. Enfin, ce serait scandaleux que ça repose uniquement directement sur du crowdfunding ou notre énergie militante et citoyenne tous les matins pour faire vivre cette démocratie. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande 5% de ce qui est consacré à la démocratie représentative. C'est quand même pas grand-chose pour essayer de faire vivre une parole citoyenne. C'est pas la moindre des choses que l'État lui donne la parole. Est-ce que ce fonctionnement-là existe dans un autre pays, par exemple, ne serait-ce que pour un peu s'en inspirer ? Oui, il existe un fonds un peu équivalent en Toscane, dans la région de Toscane. Il existe aussi au Québec un fonds qui permet de financer des collectifs. Ils sont venus témoigner. Ils sont venus témoigner, des collectifs de défense des droits. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans un quartier de Montréal, il y a un collectif qui se bat contre la gentrification. Donc contre l'arrivée de nouveaux immeubles, etc. Ils vont faire élever le prix des loyers, etc. Voilà. Ils font venir une population un peu plus... Voilà. Mais ce collectif, il est financé, c'est-à-dire il a de quoi se payer un coordinateur. Imaginez en France que, je ne sais pas, à Belleville, par exemple, on ait un collectif derrière. Il y a des collectifs en ce moment qui sont en train de se mobiliser à Belleville, qu'on ait quelqu'un qui soit payé pour organiser la résistance face à la gentrification. Mais dans le cas, par exemple, de la mort de Ziad Ebouna en 2005, si ce système-là, par exemple, existait à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une structure comme Assez le Feu, qui a été donc créée juste après, donc pendant ce mouvement-là, puisse avoir de l'argent pour payer les avocats et ainsi de suite? Exactement. Ou que les habitants de Poissy, quand ils se sont mobilisés contre la démolition de leur immeuble, ils auraient pu avoir de l'argent pour faire un contre-projet avec des architectes, avec des urbanistes. L'idée, c'est de financer des contre-pouvoirs. Ce que nous ont dit les Québécois dans cette conférence, c'est carrément nous, on finance, y compris ceux qui peuvent aller occuper le bureau du maire. Exactement. Donc, ils financent de la construction intellectuelle. Oui. Parce que comment on construit ? On se construit dans la contradiction. Monsieur le disait très bien. Comment on s'éveille à une culture politique ? Dans le combat, dans la lutte, dans l'opposition. Donc, quand l'État français financera ces émergences-là, mais ça veut dire qu'enfin, on sera entendu et qu'on aura le droit à la parole. Je ne demande pas à être majoritaire, je demande à être entendu. Jamal Blanchard, si on est pragmatique, à des objections. Si on est pragmatique, vous demandez à l'État de financer son implosion. En l'état actuel, avec les élites qui sont en place. Non, mais il ne faut pas nous démasquer si vite. Je cherche juste à comprendre. Non, mais voilà, c'est plein de bonnes intentions. C'est vraiment plein de bonnes intentions. Mais le problème, c'est que vous pondez des rapports et vous leur dites aidez-nous à vous bousculer la table et préparer un couvert à la table pour qu'on vienne manger avec vous. Est-ce qu'ils ont envie de manger avec vous? Alors, Mohamed d'abord et moi après. Balaz, dans ce que tu dis, c'est juste aussi, à un moment ou à un autre, c'est de pouvoir toucher l'opinion publique. Parce que ça se concrétise comment ?
par le plus grand parti politique de France, l'abstention. Parce que la démocratie n'est plus représentative, parce que cette démocratie n'est plus entendue. Donc à un moment ou à un autre, on est tout simplement en train d'expliquer clairement, en se disant que si on veut que cette démocratie regagne sa place, il faut bien qu'on lui donne les moyens. Et d'aller récupérer cet argent qui est quand même, encore une fois, de l'argent qui est quand même payé par l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire cette réserve parlementaire qui quand même, c'est énormément d'argent, je veux dire. Il n'y a pas de raison qu'on ne prélève pas la source en se disant, puisqu'on finance cette démocratie qui aujourd'hui a le pouvoir et qui peut parler de démocratie constamment et souvent nous le servir à table le midi, le soir, mais en même temps, elle n'est pas appliquée comme elle devrait l'être. La preuve, c'est qu'on a vu, et ce que tu disais tout à l'heure par le 49.3 et ainsi de suite, c'est juste un petit peu le reflet. Donc, on s'était dit, clairement, il faut qu'on arrive à toucher l'opinion publique pour que dans cette proposition, les gens disent « mais c'est vrai, c'est pas con. Pourquoi en fait ? Pourquoi on ne permettrait pas, clairement, qu'aujourd'hui, au sein de ces enveloppes, on ne ressorte pas un fonds qu'on pose dans un coin, que le financement des partis politiques qui aujourd'hui touchent énormément d'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils achètent leurs immeubles, ils peuvent créer de la formation, ils peuvent créer leurs élites, ils peuvent créer tout ce que tu veux. Et en attendant, nous, on n'a pas ces formations. Et quand on veut avoir accès, il va falloir se battre pour pouvoir y avoir. Quand on peut l'avoir, on s'est dit, c'est simple. Il y a de l'argent, ce n'est pas un impôt supplémentaire. Pour ne pas faire peur aux Français en disant, on ne veut pas inventer un impôt supplémentaire. On dit qu'il y a de l'argent. Simplement que cet argent, il faut qu'il soit réparti autrement. Et qu'il faut absolument que cet argent, à un moment ou à un autre, on la puise clairement là où elle est donnée à d'autres qui se permettent... Benoît Hartmann. Juste un mot. Très bien. L'État finance déjà ses contradicteurs. L'État finance les syndicats, et on ne trouve pas ça étonnant. L'État finance des partis politiques d'opposition, puisque après tout, à un moment ou à un autre, il y a aussi un parti politique d'opposition. Et moi, je vais vous dire, en tant qu'association de défense de l'environnement, je suis très souvent financé pour aller, pour dire les choses pas très poliment, chier dans les bottes d'un certain nombre d'entreprises et de politiques d'État pour dire faites-la évoluer. Mais c'est pas le nœud de la démocratie que de financer la contradiction. La contradiction, encore une fois, c'est dans la contradiction que naît la richesse. Le consensus mou, ça produit l'horreur. Jamel Blanchard, vous, par exemple, à Angers, ce système-là vous arrangerait bien. En tout cas, vous ne serez plus aussi dépendant que vous nous l'aviez raconté tout à l'heure avec la municipalité d'Angers. Alors, ce qui se passe déjà, pour situer un petit peu notre association, l'association AJR, nous, on a pris le pas de... AJR, ça s'appelle. AJR, voilà, l'association qui aussi a purement permis l'initiation, l'émancipation d'autres associations dans d'autres quartiers populaires à travers notre expérience. Nous, on ne dépend d'aucune subvention. On s'est organisé complètement différemment, nos fonctionnements sont différents, mais on a voulu avoir cette critique libre, avoir cette expression libre. Et limite, on s'en fout, parce qu'il y a... approuve, hein. Limite, on s'en fout, puisque jamais autant de gens nous ont rejoints par rapport à ça. Et quand je vois que d'autres associations du collectif Interquartier 49, à laquelle je fais partie, nous donnent leur petit papier, dans lequel la mairie leur dit « on veut votre liste d'adhérents », à travers, évidemment, la demande de subvention. On veut être présent à votre assemblée générale. On veut finalement pratiquement réorienter complètement le projet initial. Là, ce ne serait pas le cas. Et justement, c'est pour ça que ce qu'on défend là, à travers le Fonds de démocratie initiative citoyenne, c'est hyper important. Parce que là, justement, ça permet peut-être de se projeter complètement différemment. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Puisque là, dans le cadre d'Angers, par exemple, je vois beaucoup trop d'associations qui sont complètement soumises à l'injonction d'une municipalité, d'une institution. On va même jusqu'à leur mettre une carotte au bout. Vous aurez un local dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Non, c'est pas possible à un moment donné. Donc soit on revoit les choses complètement différemment et on permet aux gens d'être complètement indépendants, même dans le cas des financements, soit à ce moment-là, on continue pendant encore 10 ans, 15 ans et 20 ans comme ça. Pardon. Allez-y. Bon. Puisqu'on parle de la politique, puisque tout ça, c'est au cœur de la politique comme bien commun. Le rapport, c'était il y a 1 an. La réunion, vous avez lancé tout ça, passe en nous. La conférence de consensus, c'était à la fin de l'été, début septembre. Les politiques, les partis politiques. Je sais qu'à la conférence de consensus, même François Lamy, 5 minutes avant, l'ancien ministre, il devait venir. Et il a eu l'impolitesse de juste prévenir 5 minutes avant qu'il ne venait pas, en n'expliquant pas pourquoi. Ce qui a mis en colère la présidente du Secours catholique, qui était présente. Et qui Elle a dit tout de suite qu'elle irait en parler à Juppé. Quoi. Oui, expliquez pourquoi, parce qu'elle est proche d'Alain Juppé. Oui, c'est le paradoxe. Non, mais peu importe, je veux dire, c'est qu'à un moment ou à un autre, si là aussi, c'est les combats qui doivent se mener, y compris en essayant d'expliquer aux politiques, c'est aussi qu'il faut clairement... C'est pas gauche-droite, c'est ça. C'est ça, je veux dire. Là, on n'est pas sur une histoire de gauche ou droite. Non, mais là, en l'occurrence, Mohamed, pourquoi la gauche vous a posé un lapin? Vous lui avez pratiquement tout proposé. Non, mais les choses, quand tu dis qu'elle vous a posé un lapin, moi, je ne me sens pas avoir été ou avoir me faire poser un lapin par qui que ce soit. Encore une fois, la logique idéologique voudrait que la gauche vous soutienne dans cette logique-là. On aimerait, comme tant de choses, comme ce qui avait été promis sur le
contrôle au faciès, Oui. sur le droit de vote des étrangers, sur le fait qu'aujourd'hui, des jeunes qui se sont discriminés ont gagné un procès et que finalement, on va à l'inverse. Moi, en tout cas, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, la gauche qui est au pouvoir, elle devient un peu schizophrène, elle fait l'inverse de ce qu'elle a pu promettre. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, elle réagit comme ça, parce qu'on l'a vu, tout ce qu'on sait, c'est que ça fait qu'éloigner une catégorie de gens comme Bala, qui ont voté en pensant qu'il allait avoir du changement. Voilà. Alors, sa feuille de route, elle ne l'a pas suivie, elle se trompe. Après, c'est à eux de voir comment ils le voient ou comment ils ne le voient pas. En tout cas, les gens, en dehors, et ne serait-ce qu'avec Passant-Loup, c'est quand même dans 18 régions. C'est pratiquement, aujourd'hui, on va atteindre peut-être les 300 associations dans différents quartiers de France qui se sont regroupées autour de ces questions-là. Nous, encore une fois, on a décidé d'agir pour plus subir. Donc que ceux qui, aujourd'hui, ont une feuille de route, ont décidé de la suivre. Nous, on suit la nôtre. Et à travers ce qu'on mène, là, eh ben, ça fait son bout de chemin. Marie-Hélène Baquet. Non, mais vous avez raison de poser la question politique. C'est vrai qu'il faut interpeller et les partis politiques et les responsables politiques, et c'est ce qu'on va faire. On souhaite faire de cette question un des points de la campagne électorale en 2017, et nous allons demander à chaque candidat, y compris aux primaires, de prendre position sur cette question-là. Donc, parce qu'il faut qu'effectivement, à gauche comme à droite, cette question de la démocratie soit un point fort aujourd'hui. C'est vraiment une question fondamentale dans la France d'aujourd'hui. Donc nous allons lancer une grande campagne dans les quartiers populaires, mais aussi ailleurs, avec nos alliés, autour de cette question. On ne va pas s'arrêter que là, parce qu'encore une fois, les promesses ne tiennent que ceux qui Parce veulent qu'on l'a les fait en croire. 2012 Mais- avec les doléances et tout ça. Enfin, avec voilà. les 2012, c'est simple, c'était encore... c'est juste, on a démontré que ceux qui aujourd'hui sont aux affaires, pas là actuellement, mais ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'était de dire qu'à travers les doléances, c'est pratiquement 200 000 doléances. D'accord ? Ça a été carrément plus qu'un sondage. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas permis d'appeler les gens. On a passé 6 mois sur la route à discuter avec des gens. Les gens se sont exprimés par écrit. On a tout simplement démontré qu'on demandait à être reçu à l'hémicycle, en pleine séance, pour interpeller les élus de droite comme de gauche, pour leur dire, voilà, à partir de là, vous avez aujourd'hui 120 propositions qui émanent de la base. C'est pas, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse à l'époque, qui était le président, M. Debré ? Déposez ça chez le gardien. C'est juste pour démontrer qu'il y a une forme de mépris, voilà, et qu'on doit prendre conscience, d'accord, qu'une catégorie d'hommes ou de femmes politiques se permettent tout simplement d'avoir un regard méprisant sur la majorité des gens, clairement, qui ont décidé d'apporter des solutions à des réponses dont certains auraient dû déjà répondre. Donc notre démarche a été là. Moi, je dis que ce qui va se passer là, à travers... il y a eu d'autres promesses qui ont été inscrites en disant je vais le faire. Notre démarche à nous, c'est derrière aussi de créer une forme de lobby pour pousser aussi à ce que ça puisse un rapport de force. Benoît Hartmann. Oui, on a l'impression de politiques qui ne se saisissent pas de ce fait-là, de ce fait social, pour plusieurs raisons. Par mépris, vous le disiez, je suis élu, je suis au-dessus du peuple, maintenant vous allez bien faire ce que je fais pour vous, après tout c'est moi qui suis d'utilité publique, c'est un délire. Hein. Mais d'autre part, par peur. Et on a l'impression d'avoir des élus, ceux-là même pour qui on a voté, qui ont peur de notre opinion, celle qui les a portés, qui ont peur de notre projet de société en disant « Ouh là là, on va quand même pas donner la parole à des jeunes, des écolos, des libres penseurs. Quelle société ils vont nous préparer ? Une société dont nous serions exclus. » Et on a l'impression d'une guerre de privilèges ou de castes, où la caste des élus se serre les coudes et dit la démocratie participative, c'est quand même la démocratie du cause toujours, hein, un groupe de parole, ils ont eu le droit à la parole, maintenant c'est nous qui décidons et ça commence à bien faire. Cette crispation-là autour de la peur et du mépris, encore une fois, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'émeute, mais de révolte. On sait bien que c'est les raisins de la colère et que c'est les ferments de la révolte. À une telle défiance de nos représentants vis-à-vis de nous qui les élisons, pour le peu qui nous déplaçons pour voter, parce qu'on n'est plus beaucoup et qu'il y en a beaucoup qui les élisent sans se déplacer. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça peut produire d'autre, désolé, que de la violence d'État que nous subissons tous à notre mesure, et par ailleurs de la violence tout court. Parce que la colère, malheureusement, et la rupture du dialogue, c'est la violence, c'est l'enfant naturel de la rupture du dialogue, c'est normal. Benoît Hartmann, en vous écoutant, pensez à ce que disait Bala Fofana tout à l'heure, parce qu'au fond, pour sortir, éviter la violence, éviter la plainte, éviter le ressentiment, la victimisation, il a cité Podemos, il était en Espagne au moment d'Indignados. Alors comme vous savez, Podemos, dont les fondateurs viennent de la gauche, ils disent le problème, c'est plus gauche-droite. Le problème, c'est parler à tout le peuple, de toutes les causes communes, des ZAD au quartier.
et de ne pas demander à chacun son passeport et qu'est-ce que tu votes, mais est-ce que tu es d'accord pour ces causes communes? Est-ce que, autour les 5, là, cette formulation-là, vous seriez prêt à la suivre? On a subi les deux gouvernements d'affilée, droite et gauche, et on a subi les mêmes choses, le même mépris. Donc que ça dépasse très largement le clivage gauche-droite, forcément. Non, mais en même temps, dans ce qu'on mène et dans ce qu'on essaie de faire, c'est ni plus ni moins, c'est ce que je vous dis, c'est ces fameuses passerelles qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si ces passerelles ne sont pas construites, on ne peut pas lutter ensemble sur des sujets qui vont nous... C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui, si je prends tout ce qui concerne les violences policières, on ne devrait pas être que nous, indignés ou concernés, Mobilisé sur ces questions. Enfin, tout ça, ouais. frustrés sur ces questions-là. Ça devrait toucher tout le monde. Je veux dire, je reprends souvent, je le dis parce que je sais que parmi le public, il y a des camarades là, qui sont là, qui luttent sur des choses qui devraient toucher toute l'opinion publique. L'affaire Alizeri, c'est un retraité de 69 on va en parler tout à l'heure. Mais justement, pour faire un peu... 69 ans. C'est-à-dire que parce qu'il s'appelle Alizeri, parce qu'il a été, de la manière dont il a perdu la vie, ça devrait concerner qu'une catégorie de population. On devrait tous s'indigner pour dire c'est pas normal. Parce que je suis persuadé que si ça serait passé ailleurs, dans un autre endroit, peut-être qu'on aurait vu une indignation d'une catégorie de population. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en 2005, malheureusement, et c'est là que je regrette, c'est que j'aurais aimé que ce qui s'est passé dans la rue avec ces jeunes, qui étaient en colère, j'aurais aimé que là, il y ait d'autres gens qui descendent dans la rue, y compris des partis politiques qui se revendiquent effectivement de dire à quoi la révolution, ainsi de suite. On ne les a pas vus à ce moment-là. Et c'est ça le drame. Et je pense que c'était l'occasion ratée de pouvoir tout simplement, qu'à un moment ou à un autre, en partant de ce qui s'était passé, créer peut-être ce que tu étais en train de dire, ce fameux Podemos qui aurait déjà peut-être pu émerger en France déjà en 2005. Et Balade, pour aller Jamel et... plus loin sur ton idée, Mohamed, c'est que vous avez tous les deux établi le constat que les idées ne sont plus fabriquées au cœur des partis politiques, que ça se fait à l'extérieur. Maintenant, moi, la question que je me pose, et tu parles du Podemos, et on aurait pu, vous allez voir les gouvernements, vous leur soumettez des doléances, ils vous posent des lapins. Quand est-ce qu'on vote pour vous? Pourquoi vous vous engagez pas? Parce que vous êtes des frustrés, en fait. Vous êtes des frustrés, vous avez marre de demander. Faites-vous élire, parce que vous avez les solutions. Alors, je sais pas vous avez les solutions. Vous... Alors, il faut dire que Mohamed Mechmach a été candidat et candidat au régional. Avec un cessez-le-feu depuis 2005, on n'a pas attendu, encore une fois. On avait lancé des grandes campagnes d'inscription sur l'électoral en disant on a aussi une arme dans les mains. Mais un parti et puis non, mais tu présentes au attends, suffrage. je vais... Les listes électorales, inscrivez-vous pour voter pour les mêmes. C'est un peu Excuse-moi, compliqué. laisse-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais dire, voilà. On a initié, pour dire en même temps à une autre, c'est où on devient complice de ceux qui, clairement, décident, on peut faire ou défaire. Tout dépend le choix qu'on fait, il n'y a pas de problème. Après, on n'est pas obligé, ou ainsi de suite. Notre démarche à nous, ça a été, on n'a pas attendu. Je te signale que tout de suite après, on s'est présenté aux législatives seul. On est arrivé quand même, on a fait 4,8 à l'époque, dans une circonscription qui n'était pas facile, face à Raoult, un ancien ministre de la Ville et un ancien député. On est arrivé deuxième force de la ville. On a constitué un groupe qui s'appelle le Mouvement Affirmation Citoyenne. On est aujourd'hui dans une majorité avec un groupe. Donc on n'a pas attendu. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, derrière, il y a énormément de listes citoyennes qui se sont créées. Donc moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Il y a des gens qui s'organisent. Et on va arriver dans le fait qu'à un moment donné, on va changer tout ça. C'est ça que je voulais entendre. conclure. La solution, elle est en nous, en fait. Juste, c'est ça. Plus avec les gens avec qui vous allez négocier et qui vous posent des lapins. Avant que vous redisiez un mot, il y a à nouveau la question Tout à fait. du Question Bondi public, Blog. c'est Myriam Bokhobza qui est juste derrière nous et qui va, je ne sais pas, soit poser une question, soit témoigner, soit apporter un commentaire. Soit nous Myriam. contredire. Hein. Myriam. Alors en fait, la question que je voulais poser, c'est la question que vient de poser Bala à Mohamed Mechmach. Mais je voulais faire juste du coup, je vais faire une petite remarque sur ce qui a été dit et rebondir sur ce qu'a dit M. Hartmann notamment et M. Mechmach sur le mépris des institutions. La première remarque, c'est que le mépris des institutions, il est reflété dans la politique de la ville depuis 30-40 ans qui est méprisante déjà par rapport au budget. C'est-à-dire que le budget de la politique de la ville, c'est 0,3% du budget de l'État. 0,3% du budget de l'État pour 10% de la population française. Donc déjà, rien que ça, le mépris est juste marquant, percutant. Enfin, voilà. Ça, c'est la première chose. Avec 0,3% du budget de l'État, que peut-on faire, à part recevoir ça en pleine gueule et se dire qu'en fait, oui, c'est à nous de prendre les choses en main et de faire changer les choses. Maintenant, ce qui me fait un peu peur dans le discours de l'empowerment et de l'autoprise en charge des quartiers, c'est la fatalité, se dire que finalement, on ne peut plus croire aux institutions. Et moi, j'ai encore envie d'y croire.
j'ai encore envie de me dire qu'on peut encore construire avec les institutions et qu'on peut encore, même si, voilà, en tenant compte des limites des institutions, qu'on peut encore y croire et construire un projet de société ensemble. Et malgré tout le mépris qu'il y a aussi à travers du maître mot de la politique de la ville, qui est la participation citoyenne, les conseils citoyens, qui sont absolument, enfin, des structures et qui sont complètement opaques. On n'y comprend rien, on ne comprend rien au fonctionnement, on n'écoute pas les habitants des quartiers. J'ai quand même envie de croire encore en ça, et je voulais vous demander, du coup, à vous, qui, je pense, être la génération de demain qui pouvait prendre le pouvoir. Moi, franchement, je n'attends que ça. Je voulais vous demander, est-ce que vous croyez encore, finalement, aux institutions ? Alors justement, Jamel. Ouais, rapidement, parce que ça tombe bien, on a intégré aussi, nous, par test, les conseils citoyens. C'est un fiasco sur Angers, je le dis, c'est vraiment ce que je pense, c'est un vrai fiasco parce que tout a été formaté, construit par les institutions. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que justement, on donne le laisse sur des dispositifs dits participatifs, mais qui deviennent caution, finalement, des choix qui sont déjà édictés par l'institution. Donc c'est encore pire, finalement. C'est qu'on fait croire que les habitants de quartiers populaires, comme même des fois les salariés, les ouvriers, sont d'accord avec des politiques qui sont émises à travers des pseudo-représentativités dans le cadre des concitoyens. Et il n'y a rien de pire que ça. Et c'est vrai que, comme tu disais, y croire, oui, c'est vrai, mais au bout de toutes ces années, moi, j'ai vraiment du mal à y croire et je ne suis vraiment pas le seul. Et pourquoi pas tout reconstruire ? Après tout, la société, elle s'est maintes fois reconstruite à partir de rien, à partir de zéro, puisqu'on n'arrive pas à s'en reconnaître dans l'historique des partis politiques. Pourquoi pas essayer ? C'est un droit. Alors, Mais, moi, je Benoît- partage ton optimisme. Je crois que notre société a besoin de se refonder, mais qu'on n'a pas encore inventé mieux que la démocratie comme manière du vivre ensemble. Ce qu'on vit actuellement, c'est une démocratie qui est malade. Un malade, ça soigne. On n'est pas obligé de l'achever pour essayer de faire un nouveau gamin. On peut essayer de le soigner. Nous, on croit que pour soigner ce grand malade de la démocratie représentative, il faut faire de la démocratie participative vraie, pas de démocratie alibi, pas du conseil de quartier crotte de chien, pas je vous donne un sucre à sucer et puis maintenant vous circulez, il n'y a plus rien à voir, mais de la vraie démocratie. Et donc, nous avons besoin de ces institutions pour que les choses soient très claires, que ce soit en matière de climat, en matière sociale, en matière environnementale, quels que soient les aspects. Si on ne compte que sur l'initiative citoyenne, que sur l'organisation des citoyens, sans relais politique, sans volonté politique forte, nous n'y arriverons pas. Parce que le rapport de force à l'international, le rapport de force européen, il est politique. Et il est dans cette organisation-là de la société. Si nous ne pesons pas dans ces rouages-là, eh bien ça se fera sans nous. Or, ça ne se fera pas sans nous. Ouais. Rapidement, Oui, Mohamed, et on laissera le rapidement. mot de la main. Bien, encore une fois, bien sûr qu'on a encore besoin de ces institutions. Mais comment on peut changer ces institutions ? C'est-à-dire que, clairement, dans le rapport, il est fait une proposition. C'est que ceux qui viennent par des parcours différents puissent aussi intégrer cette institution. Et non pas passer par des gros concours qui pourraient, de fait, exclure. Et c'est une des propositions qui est dans le rapport. Donc, bien sûr que nos regards et nos parcours croisés avec nos expériences peuvent aussi modifier cette institution d'une autre manière. Donc, je veux aussi croire à cette institution, mais différemment. Il faut les infiltrer, les institutions. Oui, exactement. Marie-Hélène Baquet, C'est ce que le je mot de la voulais dire. fin. Il faut investir Pour les ce- institutions pour cette et table les, ronde. voilà, et les transformer radicalement. Mais pour les transformer, comme il y a toujours une aspiration à l'institutionnalisation des mouvements sociaux, il faut qu'ils puissent toujours à côté exister un aiguillon, qui est l'aiguillon des mouvements sociaux, et que donc ils aient une indépendance pour qu'ils puissent se renouveler en permanence. Et il faut l'existence de contre-pouvoir, ça me semble majeur. Et donc du coup, je crois que la question du pouvoir d'agir, elle n'est pas antagonique, elle n'est pas contradictoire. L'empowerment n'est pas contradictoire avec les institutions, mais c'est un complément, c'est c'est quelque chose qui pousse les institutions à être vraiment démocratiques. Et quand même sur la question de droite ou de gauche, moi ce que je répondrais, je comprends que vu ce qu'est la gauche aujourd'hui, on dise effectivement, voilà, on ne se reconnaît pas dans la gauche, mais je ne suis pas non plus dans le discours ni droite ni gauche qui me gêne profondément. Je pense qu'il y a des valeurs de gauche, et c'est aussi quand même ce que disent une partie des dirigeants de Podemos, c'est que ces valeurs de gauche, qui sont la justice sociale, mais qui sont aussi la question de la reconnaissance, qui a été longtemps... De l'égalité, quelle que soit son origine, son apparence, sa croyance. Voilà, mais de la reconnaissance aussi de la diversité des cultures, de la dignité, et de la question de la démocratie. Voilà, ce sont ces valeurs-là. Donc effectivement, autour de ces valeurs-là, je pense qu'on peut aujourd'hui construire quelque chose. On voit qu'il
des fragments qui commencent à se construire, mais en même temps, il faut prendre le temps de le construire collectivement. Et je me méfie d'un investissement trop rapide et de se faire manger par la sphère politicienne. Bon, nous sommes depuis plus d'une heure, 1h10 ensemble, enfin depuis 18 heures en fait sur Mediapart, mais il y a eu une pause. Donc nous sommes à la fin de ce deuxième débat sur ce deuxième plateau sur 2005-2015, la révolte des quartiers populaires, notre avenir. Je vous rappelle que Mediapart est en accès libre, je vous rappelle qu'il y a un abonnement exceptionnel qu'il faut en profiter, 20 € 6 mois. Et pendant que nous allons changer de plateau, le duo de choc qui nous accompagne, qui est produit par le Bondi Blog, Mehdi et Badrou, qui vont en fait faire l'édito de choc. Voilà, qui sont l'électron libre de cette soirée. Donc tout à l'heure, il y a 1 heure, on a fini par dire que l'espoir s'était évanoui dans les banlieues et que les jeunes n'avaient plus aucune flamme. On a dit à